Les duettistes de l'Écho retrouvent Eric Lewin. Eric, bonjour. Bonjour mon cher Philippe, bonjour à tous. L'homme que je vais recevoir dans quelques instants est très connu du grand public. J'étais sur la plage de Tel Aviv la semaine dernière, c'était jeudi, et je parlais de l'économie américaine, et un ami m'a dit « Mais qu'en pense Marc Toiti ?» Et donc c'est bien Marc Toiti, le président d'ACDFI, que je reçois. Il a écrit récemment Un monde de bulles, et on peut l'entendre souvent sur différents plateaux. Il nous fait l'amitié de venir sur les ondes de Radio G. Alors avant de parler avec bonjour Eric, et bonjour à toutes et à tous, et ravi d'être parmi vous effectivement aujourd'hui pour parler d'économie et puis de ce qui va nous arriver dans les prochaines années. Un programme intéressant. Alors avant de parler avec vous, un petit résumé de la semaine. Le marché, le CAC 40 est proche des 6000 points avec le retour des fusions-acquisitions. Ça va vous intéresser mon cher Marc. LVMH ramasse Tiffany, très connue, la célèbre société américaine, 14,7 milliards d'euros, $135 par action. C'est la plus importante opération dans l'histoire du groupe dirigé par Bernard Arnault et sa concurrence de façon frontale, le groupe Richemont et ses marques emblématiques comme Cartier. Toujours aux États-Unis, il y a le feuilleton Hewlett-Packard Xerox. Alors Hewlett-Packard cherche à racheter Xerox pour 33 milliards de dollars, mais ça bloque de tous les côtés parce que Xerox estime que Hewlett-Packard est 6 fois moins élevé que lui en termes de chiffre d'affaires pour une capitalisation boursière 3 fois plus faible. Mais c'est quand même le retour des fusions-acquisitions. Ça manquait au marché parisien, ça manquait au marché américain. Il semblerait que d'ici la fin de l'année, il puisse y avoir d'autres opérations financières. Alors sur les marchés, pas grand-chose à se dire. On est un peu apathique, tout simplement parce qu'on s'interroge. Y aura-t-il enfin un apaisement dans la guerre Chine-États-Unis, ou bien y aura-t-il un enlisement? Il y a derrière tout ça le 15 décembre des taxations qui pourraient être préjudiciables à l'économie américaine parce qu'elles toucheraient les produits de première nécessité, ceux qui sont non substituables comme la high-tech ou comme les jouets. Mais trêve de plaisanterie, on va rentrer dans le vif du sujet avec Marc Toiti, qui est un ami de 20 ans. Il y avait des amis de 30 ans entre Balladur et Chirac, mais il y avait des coups de poignard. Marc que je connais depuis 20 ans. Alors on va parler de la France, mon cher Marc. On va parler de la France, on en a souvent parlé ensemble. Le dernier chiffre qui est sorti n'est pas exceptionnel, c'est le taux de chômage à 8,6 au troisième trimestre, en hausse de 0,1 point. La moyenne européenne, je crois qu'elle est à 6,3. Pourquoi, en France, on ne s'en sort pas? Et pourquoi on a toujours un chômage? J'ai même pas envie de dire qu'il est structurel, je sais plus comment on peut l'employer. Pourquoi on ne s'en sort pas? Et pourquoi aussi un chômage des jeunes qui est quasiment à 20%, ce qui est beaucoup? Marc Toiti, on vous écoute. Alors bon, il y a plusieurs questions, effectivement, il y a plusieurs raisons également, pour une raison. Donc, quand on regarde bien l'économie française aujourd'hui, elle reste sur une croissance qui est extrêmement molle, durablement molle, c'est autour des 1% chaque année. Donc là, regardez cette année, par exemple en 2019, on a laissé déraper les comptes publics. On a fait un cadeau de 17 milliards à la suite des gilets jaunes, etc. Et malgré ça, on va faire seulement 1,2, 1,3% de croissance. On est mieux que l'Allemagne quand même. C'est vrai qu'on est mieux que l'Allemagne, mais ça fait quand même très cher payer le 10e de point de croissance, parce que je vous rappelle que notre déficit public va se creuser cette année en 2019. On était à 2,5 l'année dernière par rapport à la richesse. On sera à peu près à 3,5% donc du PIB cette année en France. Donc on est l'un des rares pays où les comptes publics, je dirais, se dégradent. Et ça, c'est quand même dangereux. Alors regarde, si on avait une croissance de 3-4%, on pourrait dire bon, c'est pas grave, au diable l'avarice. Mais on n'y arrive pas. Tout ça parce que l'économie française, malheureusement, elle est bloquée. Elle est un peu sclérosée. On a une économie qui est très rigide, avec un handicap de poids énorme. C'est le plus gros handicap, c'est le poids de la pression fiscale. On a ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, ça veut dire les impôts, les taxes, etc. Nous sommes numéro 1 mondiaux. Avant, on avait le Danemark qui était devant nous. Maintenant, effectivement, on est devant. On est numéro 1. On n'est pas seulement champion du monde de foot. 45. On est à 44,5 exactement. Mais le problème, c'est que quand on nous dit oui, alors là on baisse les impôts, le problème c'est qu'on les augmente de l'autre. Donc d'un point de vue macroéconomique, sur l'ensemble de l'économie française, eh bien on voit que ce taux d'imposition ne baisse pas ou quasiment pas. Je rappelle que dans les années 60-70, on avait un taux d'imposition à l'époque de l'ordre de 32%, vous voyez, au niveau national. Et à l'époque, on avait 5% de croissance par an. C'était les 30 glorieuses aussi, c'était notre époque. Bien sûr, non mais c'est très amusant parce que moi j'ai fait un graphique justement qui représente les deux courbes. On voit d'un côté la croissance justement structurelle, ça veut dire la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Donc on était justement à l'époque à 5%, après on est tombé à 3, à 4, maintenant on est à 0,8. C'est-à-dire que chaque année notre croissance structurelle, c'est-à-dire même si tout va bien, notre croissance normale, c'est à peu près 0,8%, 1% dans le meilleur des cas. C'est extrêmement faible. Et pourquoi sur le chômage, on s'en sort pas? Alors voilà, c'est là où j'allais y arriver. Moi, j'ai plein de copains, par exemple, qui sont dans l'informatique ou même dans la restauration, qui me disent on n'arrive pas à trouver des salariés. Voilà. On a l'impression qu'il y a une inadéquation permanente. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a deux problèmes sur le marché du travail. Donc, premier problème, c'est qu'on a effectivement une croissance qui est trop molle, donc structurellement, donc ça permet pas de créer assez d'emplois. Et puis, deuxième grande difficulté, c'est que vous l'avez dit, c'est qu'on a parfois des pénuries de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait,
fait, on cherche, certains secteurs d'activité fonctionnent bien, ils cherchent de la main-d'œuvre, mais il n'y a personne. Parce que justement, il n'y a pas une bonne adéquation entre ce que cherchent les entreprises et ce qu'offrent les formations, les écoles, les universités, etc. Donc c'est ça la grande difficulté. Et après également, malheureusement, on a une main-d'œuvre qui, comme on a effectivement beaucoup d'aide, des fois on a du mal à bouger. On a ce qu'on appelle une mobilité sectorielle géographique qui est très faible. Ça veut dire que si on a, un job un peu loin, on va pas forcément se déplacer pour y aller. On va se dire peut-être qu'on retrouvera ici, etc. Donc tout ça fait que ce marché du travail, il est extrêmement rigide. Et donc vous avez, j'ai envie de dire, ces deux difficultés, à la fois trop d'impôts, pas assez de croissance, et en plus un marché du travail qui est effectivement trop rigide. Donc c'est ce qui fait que malheureusement, même quand tout va bien, on a un taux de chômage, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est à 8,6%. Si on prend nos amis allemands, par exemple, aujourd'hui, si on prend la norme du Bureau international du travail, les Allemands le BIT exactement, sont à 3,5% de chômage. Donc on est à 8,5. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème, Marc, de formation professionnelle? Par exemple, je lisais un rapport sur l'informatique, il manque 90 000 informaticiens en France. Ouais, pourquoi est-ce que l'État ne fait pas plus de formation professionnelle? Pourquoi on en est là? Et on a l'impression que même les gens qui sont au chômage, c'est des témoignages vécus que j'ai entendus, finalement ils vont à la NPE, je sais plus si ça s'appelle la NPE, mais je crois que c'est encore la NPE. Et puis non, c'est Pôle emploi, c'est Pôle emploi. Ça date des années 90, les références. Mais Eric, qu'est-ce qui se passe? Non, mais on a l'impression qu'on leur propose même pas de job. C'est-à-dire qu'il y a une inadéquation complète, il y a pas de formation, il y a du retard. On a un chômage des seniors qui est à 7%, mais les seniors sont quasiment 2 ans au chômage, au-dessus de 55 ans, vous n'avez aucune chance de retrouver un emploi. Enfin, aucune chance, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a d'abord un premier problème, tout à l'heure vous l'avez évoqué rapidement, c'est le taux de chômage des moins de 25 ans. Parce que là, c'est quand même, on est frais quand on a moins de 25 ans, on sort des études, on est frais, normalement, on trouve un emploi assez facilement. Mais là, non. On est sur un taux de chômage des moins de 25 ans en France de 19,3%. C'est l'un des niveaux les plus élevés d'Europe. C'est quand même pas rien. Vous allez en Pologne, par exemple, on a un taux de chômage des jeunes qui est autour des 10%. Vous allez en Royaume-Uni, où pourtant ça va mal en ce moment, on est à 7%. Donc, tout ça fait que, malheureusement, on a une situation en française où nos jeunes, comme malheureusement, ils ont des formations, alors il y en a plein, ils ont un bac plus 5, ils multiplient même les bacs plus 5, mais personne n'en veut. Parce que ça ne correspond pas, effectivement, aux offres d'emploi, à ce que veulent les entreprises. Donc c'est là où ça devient extrêmement dangereux, c'est que il faut complètement repenser l'éducation nationale. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur, Marc, aussi sur l'histoire du baccalauréat? Je me rappelle qu'à votre époque, on a à peu près le même âge, mais vous êtes plus jeune un peu. Ouais. Pour avoir son bac, même avec mention très bien, il y avait très peu de gens. Maintenant, on a l'impression que tout le monde a son bac. Oui, il y a un taux de réussite de 85%. Vous mettez des types sur le marché du travail, ou même dans le marché de l'université, qui sont pas du tout en adéquation. C'est-à-dire que ces gens-là qui sont pas très bons pourraient peut-être être dans des formations professionnelles. On a l'impression que tout le monde doit avoir le bac et qu'après se posent les vrais problèmes. Est-ce qu'il faut pas tout changer finalement? Encore une fois, le problème, c'est que on n'est pas sur une logique où on valorise le travail. En gros, on dit on va avoir un travail pour avoir un salaire, etc. Bon, non, mais en fait, le travail, normalement, on doit se réaliser dans le travail. C'est-à-dire que normalement, effectivement, on doit avoir une bonne adéquation. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de faire des études longues, pourquoi faire des études, je dirais moins longues, mais avec une vraie spécialisation où on le sait aujourd'hui, on recherche par exemple des pâtissiers, des charcutiers, on va rechercher dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme. Il y a des pénuries de main-d'œuvre. Chaque année en France, on a à peu près 250 000 offres d'emploi non satisfaites. C'est-à-dire il y a du boulot, mais il y a personne en face. Donc alors des fois on va chercher à l'étranger ou autre. Ça pose d'autres problèmes évidemment, mais tout ça fait que on se rend bien compte que notamment cette jeunesse finalement, elle a des formations mais qui ne correspondent pas à la réalité parce que c'est une sorte de fuite en avant. Et puis globalement, on a aussi beaucoup, trop souvent en France, un petit peu pénalisé, un petit peu, vu d'un mauvais œil, les emplois, on va dire, pas forcément très qualifiés, ou alors des emplois manuels. Or, aujourd'hui, un plombier va gagner peut-être beaucoup plus qu'un bac plus 5, parce que quand on a un bon plombier, il a beaucoup de boulot, et donc effectivement, il peut augmenter ses prix. Ouais, c'est ça, c'est l'offre et la demande. Sur le chômage des seniors, qui reste certes à 7%, c'est pas énorme, mais on sent vraiment qu'à partir de 55 ans, c'est extrêmement difficile de trouver un emploi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas des personnes âgées, entre parenthèses, alors que pourtant ils ont de l'expérience et ils ont peut-être la carrure pour justement diriger des entreprises, restructurer ou avoir des postes importants. Pourquoi il y a ça en France? On ne fait pas confiance aux seniors. Là, on a un gros problème, là aussi, malheureusement structurel, c'est qu'en France, donc comme on l'évoquait, on quitte les études de plus en plus tard. Aujourd'hui, l'âge moyen, par exemple, en France, d'un CDI, en moyenne, un CDI, c'est 30 ans. C'est-à-dire que le premier CDI, c'est pas avant 30 ans. Donc ça veut dire que c'est que des CDD avant. Oui, ça veut dire que c'est avant, c'est que des CDD ou des stages, trucs comme ça. Enfin, donc ça veut dire que on quitte de plus en plus tard le marché du travail parce que peut-être on a peur effectivement d'y entrer, mais et surtout, comme vous l'avez bien dit, on doit quitter le marché du travail de plus en plus tôt parce qu'à partir de 50-55 ans, on n'est plus dans alors que l'espérance de vie a gagné 15 ans, 40 ans. Voilà, et là vous avez compris où je veux en venir sur le chômage.
et sur la retraite. Puisqu'effectivement, si on travaille de moins en moins longtemps, comment on peut financer sa retraite ? C'est ça la grande difficulté. Et donc aujourd'hui, quand on a 50 ans, 55 ans, on est encore très jeune, n'est-ce pas, Eric ? Donc c'est ce qui fait que on a encore effectivement. Marc va bientôt avoir 50 ans l'année prochaine. Oui, voilà, tout à fait. Mais vous savez que je vais faire un petit peu mon prétentieux. Je discutais récemment avec Jacques Delarosière, l'ancien gouverneur de la Banque de France et président du FMI, et il me disait que la principale erreur de Macron quand il est arrivé au pouvoir, c'est l'âge de la retraite. Il aurait dû reculer très nettement de l'âge de la retraite parce que c'est pas normal d'arrêter si tôt de travailler. Non, mais encore une fois, je pense que le problème que nous avons en France, c'est qu'on veut la même chose pour tout le monde. Il faut nous laisser le choix. Dans tous les pays du monde, on a le choix. Alors des fois, effectivement, malheureusement, on n'a pas un vrai choix. Nous, en France, on a cette chance incroyable d'avoir le choix. Donc, on doit nous laisser effectivement le choix de pouvoir partir plus tôt ou plus tard à la retraite. Et à ce moment-là, on aura une retraite en conséquence, bien entendu. Donc c'est là ce qui fait que, comme on n'a pas le choix, finalement, on veut la même chose pour tout le monde et ça ne peut pas, fonctionner. Donc encore une fois, le travail nous permet de nous réaliser. Donc là aussi, je pense il y a aussi un effet 35 heures qui a joué. La valorisation du travail. Malfaisant les 35 heures. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va dire le mobile de la réussite, c'est pas forcément le travail. Non, on va dire finalement, je n'ai pas un gros salaire, mais tout va bien. Vous pensez que les jeunes qui arrivent sur le marché sont moins ambitieux ? Non, je pas jusque là. Qu'à notre époque, on rayait le parquet pour essayer d'avoir des postes. C'est en train de changer, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est presque, il y a un autre travers, c'est qu'on veut tout de suite. On veut que ça aille très vite. Ça ne peut pas aller très vite. C'est-à-dire que globalement, il faut justement travailler, il faut construire, et à ce moment-là, ça arrive. Aujourd'hui, les jeunes, je vois mes enfants, mais tout le monde, effectivement, on veut tout de suite. Or, il faut justement savoir s'investir, savoir travailler, pour avoir ensuite un retour sur investissement. Mais encore une fois, il faut valoriser ce travail. Donc là, c'est plus que de l'économie, c'est presque de la philosophie. Et malheureusement, c'est vrai qu'en France, on a un petit peu raté le coche. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui sur la retraite. On va faire une réforme. Si elle passe, parce que vu ce qui nous attend à partir du 5 décembre. Le problème, c'est effectivement, on a une réformette, personne ne sait ce qui va se passer, mais globalement, tout le monde veut faire la grève. Bon, c'est quand même pas normal. Aujourd'hui, on a des vraies inégalités face à la retraite, notamment dans le secteur privé. Ce qui souffle le plus, c'est notamment le secteur privé. Et donc c'est ça un petit peu le problème de la France aujourd'hui, c'est que la France, son modèle entre guillemets social, c'était on a une grosse classe moyenne qui gagne pas forcément très bien sa vie, mais qui arrive à s'en sortir. Mais qui arrive à s'en sortir, qui vit bien. Et aujourd'hui, malheureusement, le problème, c'est que comme on a de plus en plus d'impôts, un peu moins d'aides, etc., la classe moyenne inférieure s'est appauvrie. Donc elle descend. C'est tout ce qui est gilet jaune, entre guillemets. Et ça, c'est très dangereux parce que, vous voyez, on a un peu trompé les Français. C'est l'Amérique latine avec ce qui se passe en ce moment au Chili, avec des émeutes. Non, je n'irai pas jusque là parce que là-bas, malheureusement, ça a toujours été horrible. Je veux dire, il faudrait peut-être que certains Français aillent justement dans certains pays émergents pour comprendre que nous, on est des enfants gâtés. Mais justement, le problème qu'on a en France, c'est qu'on n'a pas la bonne règle du jeu. Parce qu'on dit justement aux Français, vous inquiétez pas, tout est pris en charge, vous n'aurez rien. Même si vous gagnez pas beaucoup, tout va bien, vous aurez des aides, tout ira bien. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et on voit la classe moyenne qui malheureusement s'appauvrit. Donc, il faut pas, balayer d'un revers de main, comme par moi le fait malheureusement Macron. Tout ça, c'est une réalité. Comme vous le savez, Eric, moi, je viens des cités HLM d'Orly, donc j'ai eu la chance de m'en sortir. Si vous voyez son costard, c'était il y a très longtemps. Oui, d'accord. Je croyais qu'on était filmé, c'est vrai que je regardais. Mais à l'époque, je l'avais pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu la chance de m'en sortir. Pour combien qui sont restés. Et aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait du chômage des jeunes. Dans les cités HLM, tout le chômage des jeunes, c'est 60%. Donc, c'est quoi l'avenir ? Comprenez ? Donc c'est là où tout le modèle français, si vous voulez, de valorisation, d'ascenseur social. D'ailleurs, j'aime pas trop ce terme ascenseur social. Je préfère l'échelle sociale, parce que ça veut dire ascenseur, ça va tout de suite. L'échelle, ça veut dire qu'on a monté, qu'on a fait des efforts. Voilà, c'est un peu ça. Il faut valoriser l'effort, la prise de risque, l'investissement. Voilà. Mais si on vous dit non, mais faites rien, puis vous aurez des aides, tout ira bien. Non, la culture de l'aide, c'est extrêmement dangereux parce que ça ne vous incite pas justement à vous investir, à donner le meilleur de vous-même. Et donc c'est très dangereux, ce qu'on appelle un aléa moral. C'est-à-dire que globalement, vous dites finalement, comme derrière j'ai une assurance, ça va aller, donc ça sert à rien que je me fatigue. Ça, c'est très très dangereux. Il y a quand même des avancées sur le chômage parce que au bout d'un certain nombre de mois, je crois qu'ils baissent les prestations. Enfin, on a le sentiment que le traitement social du chômage est un peu différent de ce qu'il était il y a quelques années. Non, le problème du chômage, encore une fois, c'est qu'on l'oublie souvent. Mais le chômage, enfin du moins, vous l'avez dit, c'est une assurance chômage. C'est-à-dire que nous, quand on est salarié, ou même quand on n'est pas salarié, d'ailleurs, on cotise en cas de chômage, comme quand on a une assurance, par exemple, pour la voiture. On espère que ça arrivera jamais, qu'il n'y aura pas d'accident, mais de toute façon, on a cotisé. C'est pareil pour le chômage. Donc si vous arrivez au chômage, vous avez cotisé. Donc on doit effectivement vous payer. Le problème, c'est qu'il y en a qui cotisent beaucoup,
qui ne sont jamais au chômage ou quasiment pas, puis d'autres qui cotisent très peu et qui sont très souvent au chômage. Et donc il y a des trous effectivement qui se créent. Il n'y a pas aussi un traitement social du chômage qui fait que les gens sont payés en moyenne 23 mois et que c'est beaucoup et que vous êtes 23 mois au chômage sans qu'il y ait quelqu'un derrière qui vous conseille quoi que ce soit. Non, si maintenant quand même, il y a quand même des je parle même pas des contrôles. Je parle même pas des contrôles, je parle des capacités aux employés de Pôle emploi à vous trouver un job et à vous aider. Oui, c'est vrai. Alors, mais ce qu'ont fait les Allemands par exemple, qui est je pense une bonne idée, sans parler d'Israël ou des États-Unis où là évidemment c'est bien moins sympathique qu'en France. Donc en gros, les Allemands, on vous dit, on va vous donner la même somme effectivement d'indemnité chômage, mais pas sur 2 ans, sur 1 an. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on se dit on a 2 ans devant soi, on verra venir. Donc on n'est pas, et au bout de 2 ans, on perd ce qu'on appelle son employabilité. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le marché du travail. Ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, à la rigueur, gagner la même somme quand on est au chômage, mais sur une période plus courte, pour vous permettre justement de vous bien penser qu'il faut pas rester trop loin sans être connecté au marché du travail. Alors, on fait l'Allemagne très rapidement, Marc. 2 minutes, après on parle des États-Unis. Donc l'Allemagne, j'ai regardé tous les chiffres, ils vont avoir 52 milliards d'excédents budgétaires en fin d'année. Ouais. Le pays a échappé de peu à la récession avec une croissance de 0,1% sur le 3e trimestre. Quand est-ce que nos amis allemands vont relancer leur machine alors qu'il y a des problèmes dans les infrastructures, ils sont très mauvais dans la transition numérique, ils sont très mauvais dans la transition écologique. Franchement, les autoroutes en Allemagne, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous allez un peu fort. Mais non, pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas relancer l'économie? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'eux pour que l'Europe se porte mieux? Et pourquoi ils ne font rien? 3 questions en une, vous avez 3 minutes et après on parle de Donald Trump. La réponse est très simple, c'est que malheureusement nos amis allemands ont beaucoup aidé depuis des années. Et donc aujourd'hui, quand on leur dit qu'il faut relancer la machine, ils disent on veut bien relancer, mais pourquoi vous avez fait des efforts, vous les Français les Italiens d'ailleurs on en fait beaucoup plus que les Français. Donc c'est ça qui colle plus. C'est que l'Europe, où l'Allemagne était la locomotive, c'était un jeu coopératif. Et donc en gros, finalement il y avait l'Allemagne qui aidait, la France qui résistait. Bon, aujourd'hui c'est devenu un jeu non coopératif. C'est-à-dire on n'est plus dans ce même bateau entre guillemets. Et donc c'est ça ce qui fait que les Allemands aujourd'hui ils hésitent avant de relancer la machine parce qu'ils se disent tout le monde va en bénéficier. Mais même pour eux, même pour le pays en tant que tel. Pourquoi ils font rien pour le pays? Ah non, ils font quand même, faut pas non plus exagérer parce que vous l'avez dit vous-même, ils ont évité de justesse la récession. Justement, avec une petite hausse des dépenses publiques. Parce qu'ils ont peur, ils ont cet état d'esprit qui est assez sain, finalement. C'est que, nous, en France, le Schwarzenegger, le zéro déficit. Oui, mais encore une fois, c'est vrai qu'un bon déficit, c'est 0. On a vu M. Macron la semaine dernière qui nous a dit 3% de déficit public, c'est dans notre temps. Parce que c'est la théorie monétariste moderne. Vous connaissez, mon cher Marc, c'est que quand on a des taux d'intérêt réels négatifs, on peut laisser filer les déficits. Non. C'est Olivier Blanchard du FMI, l'ancien économiste du FMI qui dit ça. C'est d'une fuite en avant. Je veux dire, effectivement, le problème, sans entrer trop dans la technique, mais aujourd'hui, c'est vrai que les taux d'intérêt sont extrêmement bas, voire négatifs sur la dette publique. Donc c'est un phénomène complètement anormal. C'est-à-dire que normalement, quand la dette publique augmente, on doit payer plus de taux d'intérêt. Là, grâce à l'action de la Banque centrale européenne, qui est ce qu'on appelle la planche à billets, etc., on a des taux d'intérêt extrêmement bas, anormalement bas. Donc, effectivement, encore un aléa moral, on se dit, à quoi bon s'embêter? Au diable l'avarice. Et donc, on lâche les vannes. Sauf que ce qu'on ne comprend pas, c'est que même si la dette, elle coûte rien, elle est quand même là, la dette. Donc, c'est ce qu'on donne à nos enfants, aux générations à venir. Et ça, c'est donc extrêmement dangereux, et ça finira par se payer très cher. Je vais vous donner un exemple très simple, en dehors de la France, c'est la Grèce, par exemple, parce que c'était ce qui a fait beaucoup couler d'encre à l'époque. Donc, ce qui s'est endetté à taux négatif, la Grèce, voilà. sur une petite partie de son échéance. Mais surtout, pendant la crise grecque en 2010, 2011, etc., et les années suivantes, la dette grecque était montée à 170% du PIB. C'était très, très élevé. Et donc, les taux d'intérêt à l'époque de la dette grecque étaient montés à 35%. Donc on a dit, les pauvres Grecs, ils vont pas tenir, ils peuvent pas s'endetter à ce niveau-là. Donc l'Europe, elle a agi, dit, attendez, on va vous faire cadeau 110 milliards, on a annulé 110 milliards d'euros de dette, on va vous reprêter à 60 ans, et la dette grecque est retombée vers 130%. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, on en est où? Tenez-vous bien, la dette grecque, elle est à 182% du PIB. Ça veut dire que plus que en 2010-2011, pendant la crise grecque. Sauf qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt, ils sont pas à 35%, ils sont à 1,3% les taux d'intérêt à 10 ans. On marche sur la tête. Un peu indolore. Oui, mais on marche sur la tête. Donc c'est la BCE qui fait une erreur de stratégie. Moi j'ai beaucoup aimé Mario Draghi. Et là, le problème c'est qu'il a sauvé la zone euro. C'est une folie ce dernier quantitative easing. Les 20 milliards par mois, c'est une folie. Mais évidemment, sachant que clairement aujourd'hui, on gagne du temps. À l'arrière, je reviens sur tout à l'heure ce que j'évoquais sur la France. Si on avait 5% de croissance, on pourrait dire ça marche. Sauf que là, regardez bien, on a fait, parce que ça on ne le sait pas, on est en train de faire 3000 milliards d'euros de planche à billets, c'est-à-dire de création monétaire sur la base de rien. C'est quelque chose de jamais vu. 3000 milliards pour combien de croissance? 1%. Attendez, c'est pas sérieux.
Comprenez, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on donne, c'est un peu comme malheureusement un drogué. On est en train de donner, au début on a donné effectivement de la marijuana, puis maintenant on est à la cocaïne ou à l'héroïne. Et on dit non mais voilà, tout va bien, vous inquiétez pas, les taux d'intérêt sont négatifs, donc tout va bien. Mais attendez, c'est pas sérieux. Parce qu'un jour, soit il va mourir d'une overdose, soit il va se réveiller, ça va être une catastrophe. Mais est-ce que les banquiers centraux sont pas collés? C'est-à-dire, est-ce que Christine Lagarde peut revenir sur ses 20 milliards? C'est ça, je pense que Madame Lagarde, que j'aime beaucoup, là, elle a un vrai problème. C'est qu'effectivement, ça va être... Parce que si demain j'ai une crise, comment je fais pour relancer la machine? Parce qu'en 2008-2009, d'ailleurs, à l'époque, j'étais l'un des rares à dire qu'on allait redémarrer, vous êtes témoin, hein, ouais, tout le monde dit que ça allait être le 29, je dis non, ça va redémarrer. Pourquoi? Parce qu'on avait les moyens de relancer la machine. Tout l'intérêt était bas, donc était haut, donc on a pu les baisser. Ouais. Fait de là, il n'y a plus de marge monétaire, plus de marge budgétaire. Aujourd'hui, si j'ai une crise, qu'est-ce que je fais? J'ai plus rien à faire parce que j'ai plus de marge de manœuvre. Et il y a juste certains pays qui ont des réserves, type l'Allemagne, tout à l'heure avec un excédent public, type la Chine, qui a 3000 milliards de dollars de réserves de change. Il faut bien comprendre que les Chinois, ils vont raser gratis à la fin. Et toutes ces entreprises qui sont valorisées des milliards, alors qu'elles valent beaucoup moins, qu'elles n'ont pas fait le moindre profit depuis des années, ou qu'elles n'en feront peut-être jamais, hein, notamment dans la nouvelle l'économie numérique. Il y a une bulle dans le private equity? Mais bien sûr qu'il y a une bulle, il y a une bulle financière. C'est mon livre, donc un monde de bulles. Il y a plusieurs bulles. Alors il y avait la bulle des crypto-monnaies, heureusement, qui s'est dégonflée. Il y a la bulle, effectivement, boursière, la bulle du numérique, la bulle obligataire, c'est-à-dire sur les obligations d'État que j'évoquais tout à l'heure, la bulle immobilière également qui est là. Donc ça fait beaucoup de bulles. C'est ce que je veux dire. Donc quand on a une bulle, on peut la dégonfler, ça va, on s'en sort. Là, plusieurs bulles à la fois. Je vais être très honnête avec vous. On ne sait pas comment on va s'en sortir. On ne sait pas. Est-ce que vous êtes négatif sur 2020-2021? Et après, on va parler des États-Unis parce que tiens, on va en parler maintenant des États-Unis. Il y a 34% des économistes qui voient l'économie américaine en récession l'an prochain, 52% en 2021. Oui, parce que quel est votre feeling sur cette économie américaine? On est à 1 an de l'élection présidentielle. Il y a un nouveau petit candidat qui est très jeune aussi, puisqu'il a 77 ans, c'est Michael Bloomberg. Ouais. Et j'ai lu, vous le saviez, ça, c'est la 9e fortune mondiale. Moi, je le voyais plutôt 20e ou 30e, c'est la 9e fortune mondiale. Il a été maire de New York et il vient pour battre Donald Trump. Ouais, ça va être les deux. Ça va être saignant. Alors, d'abord. On ne sait pas. Il faut d'abord qu'il gagne les votre primaires démocrates. Votre feeling peut-être sur ces primaires démocrates. Si vous avez un avis là-dessus, mais c'est pas obligé. Non, mais... Et est-ce que l'économie américaine peut échapper à la récession? Parce que finalement, tout le monde critique Donald Trump. Ok, sur la politique étrangère, il est nul. Ok, il y a plein de domaines sur lesquels il est nul, mais croissance économique américaine entre 2 et 2,5%, taux de chômage américain autour de 4%. Même pas 3,5%. La consommation des ménages tient, la bourse est au plus haut. Donc, un peu votre feeling, Dr. Toiti, sur Donald. C'est très simple. Moi, j'avais écrit un papier dès qu'il a été élu. J'avais dit, Trump, c'est le nouveau Reagan. Quand il a été élu Reagan, tout le monde dit, oh là, c'est une catastrophe. 1980. C'est un ancien acteur américain de série B, donc ça va être une catastrophe. Et il a sauvé l'Amérique, Reagan. Et ben, Trump, il a fait, peut-être pas forcément pareil, mais c'est vrai que globalement, quand il est arrivé au pouvoir, c'était la fin du cycle américain. L'économie américaine est très cyclique. Or, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais baisser fortement les impôts pour relancer la machine. Il a été très critiqué, parce qu'on lui a dit que l'économie allait bien. Est-ce qu'on fait une politique budgétaire expansionniste? Non, l'économie, elle n'allait pas bien. On était sur un train de deux. Non, pas du tout. Quand il a été élu, la réforme fiscale? Non, quand il a été élu, on était en plein ralentissement et surtout, on était à la fin du cycle. C'est-à-dire que, normalement, on aurait dû avoir une récession l'année suivante. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé fortement les impôts et surtout, il a dit aux entreprises. Donc, il a baissé, bien sûr, pour les ménages. Et c'est tout. Il a dit aux entreprises, arrêtez d'aller en Irlande ou ailleurs. Il dit, je vous fais le même taux d'imposition ici. Parce que pourquoi les entreprises américaines ou même françaises vont ailleurs, vont dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux? Problème de fiscalité. Bah oui, c'est parce qu'il y a aussi des enfers fiscaux. Faut pas oublier. Sinon, il n'y aurait pas de paradis fiscaux. Donc, les paradis fiscaux, c'est pas les Bahamas, hein. C'est l'Irlande, le Luxembourg, maintenant même le Portugal. Donc, vous avez des impositions qui sont extrêmement basses. Et donc, c'est ce qu'a fait Trump. Et ça a marché. Puisque l'année dernière, il y a eu plus de 350 milliards de dollars qui sont revenus donc de capitaux d'entreprise vers les États-Unis. Donc ça a fonctionné. Le problème, c'est que les arbres ne montent pas au ciel. Donc là, ce qu'il fait Trump, c'est qu'il veut continuer parce qu'il sait que si jamais il y a une récession avant les élections, il risque de perdre. C'est un peu suicidaire, non, quand il demande à Powell de baisser encore une fois la baisse. Oui, bien sûr. C'est comme. Il y a eu 75 points de base de baisse des taux, c'est beaucoup, non, avec l'économie américaine. Le problème, c'est que encore une fois, on ne peut pas éviter l'inévitable. Donc là, on veut effectivement éviter l'inévitable. Donc qu'est-ce que fait? On dope le malade entre guillemets, et donc ça peut malheureusement mal se terminer. Récession aux États-Unis ou pas, Marc? Il faut vous mouiller quand même une fois. Non, mais je me mouille tout le temps, moi. Non, mais là-dessus, sur ce. Non, mais parce que c'est un truc un peu compliqué, en fait. Bon. Non, disons qu'on aura, je pense, un bon ralentissement aux États-Unis. L'an prochain, 1% de croissance, ouais, tout à fait. Parce que ça veut dire qu'on est quand même dans une année électorale. Je vous rappelle que la dernière fois où un président était en quasi-récession, c'était Carter. Il a été écrasé par Reagan en 80. Non, mais c'est surtout ce qui compte, c'est le taux de chômage qui compte. Donc aujourd'hui, la chance qu'il a Trump, c'est qu'il a un taux de chômage de 3,6% exactement. Donc d'ici 2020, même s'il y a un petit ralentissement, voire une petite baisse du PIB, le taux de chômage peut monter à 4%.
15%, mais ça serait quand même le plein emploi. Lui, ce qu'il a peur, et donc on a tous peur de ça, c'est une crise financière massive, type Lehman Brothers. Alors, vous voulez que je vous dise la vérité? Je vais vous faire peur. Eh bien, il reste 3 minutes, restez bien à l'antenne de Radio J. Marc Toiti va nous faire des révélations. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a un grand problème, je pense, dans la technique sur le marché interbancaire américain. Ça veut dire que les banques aujourd'hui, qui se prêtent entre elles tous les jours, eh bien, des fois, il y a des taux d'intérêt qui montent très fortement. Ça veut dire qu'il y a un loup quelque part. Il y a quelque chose qui cloche pas, qui tourne pas rond. Effectivement, on ne veut pas dire ce que c'est. Donc, la Réserve fédérale, tous les jours aux États-Unis, elle intervient sur le marché pour justement éponger ses pertes. Donc ça veut dire qu'il y a... Mais qu'est-ce que ça peut être, par exemple? Pourquoi les banques ont du mal à se prêter entre elles? Je peux pas tout vous dire parce que c'est quand même très confidentiel, mais ça peut être une banque ou deux qui ont de graves difficultés, qui ont un peu comme l'affaire Kerviel à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont des books, des actions ou des produits financiers qui sont en perte et que régulièrement ils doivent les vendre. Et ce qui fait effectivement tomber le marché. Et donc la Réserve fédérale, pour pas que ça se voit, elle intervient. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On croyait que c'était au début, c'était un épiphénomène. Non, parce que pourtant il y a aucune répercussion sur les marchés actions. Ben oui, parce que strictement rien. Les marchés actions, ils sont en plein paradis artificiel. Tous ces marchés financiers aujourd'hui sont en pleine cocaïne, ils ne voient rien. D'accord, ils sont complètement shootés. Donc, on peut. Ce que moi j'appelle, c'est qu'il faut retrouver le bon sens. Est-ce qu'il peut y avoir un retour sur terre pour tous ces shootés? Vous êtes baissier sur les marchés? Bien sûr, il y aura forcément un retour. Alors le problème, c'est que c'est le timing. Ça peut être, compliqué, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, on va trop loin. Donc, il faut appeler à la prudence, ne pas faire n'importe quoi, ne pas croire. Encore une fois, ça c'est un conseil que je donne aux auditeurs. N'oubliez jamais le couple rendement-risque. Si on vous dit ça va ramener 30%, c'est qu'il y a un risque énorme derrière, d'accord, et que vous pouvez perdre 30% aussi, d'accord. Donc ça, il faut pas l'oublier. Donc moi, je dis aujourd'hui, en tant que bon père de famille, il faut pas gagner grand-chose, surtout qu'on est au sommet de la bulle. Mais il faut gagner, être petit, être pas trop gourmand, plutôt que de perdre beaucoup. Je pense qu'il faut comme ça, qu'il faut réagir, qu'il faut raisonner quand effectivement aujourd'hui on veut investir, surtout en 2020, parce qu'il y a énormément d'incertitudes et je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Souvent les économistes, justement, ils ont, comme on dit en anglais, une grande gava. Je pense que ça veut dire un grand orgueil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aujourd'hui garder les pieds sur terre, le bon sens, l'humilité et ne pas effectivement faire n'importe quoi, rester serein, rester calme. Il reste 1 minute. Trump, réélu ou pas? Non, mais il faut se mouiller là. Même si vous avez tort, attendez, il n'y a rien de grave, il y a des gens illustres qui ont eu tort aussi sur les pronostics. Quel est votre sentiment? Moi, j'avais dit qu'il serait élu, effectivement. D'accord, mais maintenant, il faut se mouiller. 2020. Encore une fois, ça va dépendre du contexte économique, mais. Trump contre qui? Contre qui? Alors, si c'est contre Bloomberg, il va avoir un peu de mal. Si c'est contre Warren, il est sûr de gagner. Si c'est contre Warren, il est sûr de gagner. Contre Bloomberg, ça sera un peu plus difficile. Mais globalement, je pense qu'il y a quand même une grosse probabilité de l'emporter quand même. Voilà, ça vous va, Eric? Je me suis quand même mouillé. Non, mais c'est bien. Non, c'était. Là qu'on se revoit d'ici là pour confirmer un peu tout ça. On se revoit dans 6 mois. C'était Marc Toiti, président du cabinet AC Défi. Vous pouvez retrouver, je crois que sur YouTube, cette interview, puisqu'on a été filmé en direct, on pourrait la retrouver. Merci beaucoup, Marc. On se voit dans 6 mois. Donc, plaisir. Marc Toiti qui voit la réélection de Donald Trump et qui voit les marchés financiers baisser. On peut baisser de combien, Marc? 15-20%, hein. 15. C'est comme l'avion en vrille, on peut plus la contrôler après une fois que ça commence à baisser. Hein. Merci en tout cas, très bonne journée à l'écoute de Radio J. Moi je vous retrouverai demain dès 14h10 pour Israël Business, ma rubrique sur les entreprises israéliennes. Très bonne journée à tous, à très bientôt. Radio J, c'est sur 94.8 FM et retrouvez-nous aussi en vidéo sur notre chaîne YouTube